Bonjour à toutes et tous. Avec mon minot, j'ai dit « Je vais au stade soutenir l'équipe qui fait la fierté de la civilisation marseillaise. » Oh, supporter Marseille, c'est de l'exercice. Hein, le livre de Joby. C'est donc dans ce contexte post-traumatique olympien que nous allons ouvrir... Non, parce qu'on ne peut pas y échapper. Hein. On est tous dans un état espouti, esquiché, espélouffi, comme vous voulez, donc voilà. C'est donc dans ce contexte post-traumatique olympien que nous allons ouvrir cette rencontre avec donc cet extrait du livre de Joby, publié en 2010. 2010, c'est la date du dernier titre de champion de France de l'OM. Je vais arrêter parce que sinon on va passer toute la soirée à faire ça. C'est Henri-Frédéric Blanc qui nous rassemble. Certains l'appelaient Henri-Frédéric, d'autres Frédéric. Peut-être y a-t-il eu des Henri, des Fred. Pour d'autres comme moi, c'était Frédoc, et peut-être d'autres. Henri-Frédéric Blanc est un écrivain, un philosophe, un artiste, un collègue, un ami, un Marseillais. Il a traversé le monde un peu trop vite, parti trop tôt, alors qu'on aurait bien eu besoin de lire encore quelques livres écrits par lui, de croiser encore quelques-uns de ses personnages, prophètes, visionnaires, Clodo, Fada, Joby, ou de partager encore quelques rigolades à ses côtés. À l'écouter, étrangement confiant de l'avenir, essayant de nous convaincre que il y a un frémissement, là, surtout chez les jeunes. Là. Je sens que les jeunes... C'était beau, cette confiance en l'avenir qu'il avait. Parfois, on disait, mais tu crois? Mais oui, les jeunes, dès qu'ils lisent les textes, on espère. Mais peut-être que l'avenir ne sera pas beau. Le fascisme fait claquer ses bottes sur tous les continents et se fait entendre dans Marseille, en couvrant le silence des pantoufles, expression bien connue qu'Henri-Frédéric Blanc avait reprise lui-même. La terre crame, l'humanité se suicide à la surconsommation et à l'IA générative. Et en plus de tout ça, nous n'aurons pas Henri-Frédéric Blanc à nos côtés. Mais on a eu de la chance. On a eu de la chance d'avoir lu ses livres, d'avoir dévoré ses pages folles, exaltantes, pétillantes, titillantes, puissantes et farcesques à la fois. Pour certains, on a eu la chance d'avoir pu les éditer, ces textes, ou les avoir dits, lus, joués, et on a eu la chance de l'avoir connu. Et puis, il y en a qui auront la chance de le découvrir ce soir. Et si vous n'avez jamais lu Henri-Frédéric Blanc, vous avez toute une perspective de vie qui s'ouvre devant vous, parce que vous allez pouvoir vous régaler de lire des textes complètement différents, complètement inattendus. Et on va essayer de partager avec vous ces textes et notre amour pour l'homme et pour l'auteur. Alors, bien sûr qu'il nous manque, mais... ce soir, il est là pleinement dans ce qui constituait sa vie, sa passion, sa raison ou sa déraison d'être, les mots, les discours, les livres. Mais ce ne sera pas un hommage de tristoun, ni un éloge solennel, ni une hagiographie passionnée. Nous n'allons point enseigner le frédolisme ni la fréditude, parce que c'est dans Ainsi parlait Fredo le Fada. Hein. Je cite, « Il constata qu'il existait des écoles où l'on enseignait le frédolisme. Des étudiants faisaient des thèses sur la fréditude. Des congrès avaient lieu sur la frédolité. À Paris-Bourriquet, des philosophes faisaient riche carrière en répétant ce qu'il avait dit. Des prophètes de salon lui volaient la vedette en jouant les fadas, mais tous, bien entendu, sans jamais citer son nom. » Nous, on veut le citer, son nom, toute la soirée. Ce soir, on va lui rendre hommage en souriant, en riant, en nous gavant de ses mots, en compagnie de celles et ceux qui ont eu la gentillesse de participer à cette rencontre. Alors, je remercie avant tout l'Alcazar et l'espace régional de l'Alcazar de nous accueillir. On se sent toujours bien reçus à la maison ici. Chantal Champé et Thierry Audibert qui m'ont aidé à construire ce moment, Jean-Marc Valadier, notre compère, éditeur et photographe, et tous celles et ceux qui vont venir ici pour faire résonner les mots d'Henri-Frédéric Blanc. Et avant de commencer, je remercie sa nièce, Saïda, et sa sœur Denissa, qui nous font l'honneur d'être là. Elles ont fait un petit peu de chemin pour venir et elles tenaient à être là. Donc merci, ça nous touche beaucoup que vous soyez là. Bienvenue. Oui, on peut applaudir. Applaudissons-le, nous, elles. Thierry Audibert qui est là va me rejoindre. On va commencer, Thierry, par quelques images qui vont être diffusées. Tu vas peut-être dire quelques mots, puis ensuite une petite vidéo. Si tu veux ce micro-là. Photo, vas-y. Bon, en principe, j'ai pas de chance avec les micros. Celui-là, ça marche bien. Ouais. Bon. Alors. J'ai pas de chance non plus avec le... Donc, pour tout vous dire... Il y en a déjà une, c'est bien, une. Si tu en as plusieurs, c'est bien. Alors, ça va marcher. Ouais. Donc, quelques images de Frédéric. Alors, celle par laquelle je voudrais commencer, peut-être, c'est celle-ci, parce qu'elle a une histoire. Elle a une histoire. Cette photo, bien sûr, vous reconnaissez facilement où elle a été prise, mais c'est lui qui l'a voulu comme ça. Voilà.
On passait par là et il me dit tiens, est-ce que tu pourrais pas me prendre là comme ça au bord du quai et je voudrais prendre une pause qui rappelle Mao désignant l'avenir radieux au peuple. Voilà. Donc pour lui de désigner la bonne mère, finalement ça s'était chargé de signes. La bonne mère elle est souvent présente dans ses œuvres et bon, s'il fallait garder une image, ça pourrait être celle-ci. Ensuite échappe. Alors il y en a une autre qui est pas mal non plus, qui a été faite quelques minutes plus tard. C'est celle-ci. Là aussi, là c'est, voilà, ça, je trouve, ça lui ressemble beaucoup. L'auteur qui tourne le dos à la foule et qui va chercher ailleurs, voilà, l'inspiration. On a aussi bon, il était capable de fantaisie, bien sûr. Et ça, c'est une photo de Jean-Marc Valadier. Donc ça, c'est pour la couverture. Tu peux voilà, c'est une photo qu'il a fait le jour de la séance de la confection de la couverture de Cagole Blues. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez bien? Ah d'accord. J'ai pas l'habitude de parler dans un micro, donc des fois je... alors, autre photo, bien sûr, que j'avais fait un jour et qui était importante pour lui, forcément. C'est un endroit par lequel il passait souvent. Et bon, voilà, j'en ai plusieurs comme ça. Vous allez l'entendre tout à l'heure, bien sûr. Se promener dans Marseille était sa source principale d'inspiration. Et d'ailleurs, on a aussi celle-ci, importante parce qu'il passait pratiquement tous les jours par la Girafe. Voilà. C'était un tel amoureux des livres que voilà, il n'aimait pas les laisser traîner. Lorsque c'était un livre qu'il aimait, il ne pouvait pas le laisser dehors et il le ramenait chez lui. Et il était toujours très étonné des livres que les gens abandonnaient dans la rue, qui pour lui avaient une immense valeur, quoi. On pourrait mettre celle-là parce que je trouve que voilà, elle illustre toute l'amitié qu'ils ont partagée aussi. Le gang des barbus. Et après, tu as une vidéo que tu vas nous faire partager avec nous. Oui. Autre moment important, on va le voir ici sur la scène de l'Odéon. Ça, c'était lorsqu'il y a eu les Journées Marseillons, organisées par Cyril Lecomte. Il y a eu, sur 2 ans, il y a eu deux grandes soirées très réussies avec plein de comédiens marseillais, de chanteurs. Gary Gréau était là aussi. Et c'était vraiment des belles soirées. Et du reste... Cyril Lecomte ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais bon, je tenais quand même à l'inscrire parce qu'il a fait beaucoup pour mieux faire connaître l'œuvre de Frédéric dans sa propre ville, avec ses spectacles marseillons. Cyril qu'on entendra tout à l'heure sur un autre texte. Et puis voilà, autre photo prise par Jean-Marc Valadier, que je trouve très belle. Bon, toutes les photos ont bien sûr une histoire, mais voilà, par exemple celle-ci que j'avais faite, dont je suis très content, même si voilà, il a un air plutôt profond, mystérieux, mais on était au restaurant et puis j'avais la chance d'avoir mon appareil avec moi et j'ai pas pu résister. Et alors, en fait, c'était quelqu'un de timide qui
voilà, dans les conversations, il gardait pas il soutenait pas forcément le regard, mais quand il y avait un objectif, j'ai remarqué que la plupart du temps, il adorait regarder l'objectif et il se donnait entièrement à l'objectif. Donc il y a toujours de belles photos de lui quand il regarde l'objectif en face, ce qui n'est pas toujours évident chez chacun d'entre nous, quoi. Et puis je pense qu'on a vu l'essentiel de ce que j'avais préparé. Je voudrais pas On veut le voir bouger maintenant. Vas-y. on le voit bouger. On Donc, va l'écouter. on va l'écouter. Alors je l'avais enregistré en 2021 pour préparer la communication autour du livre de Joby que je créais. Et j'ai une demi-heure d'interview de lui où il dit différentes choses. Donc, Médée m'avait contenu dans 4 minutes. J'ai pas tenu. Bon, ça va faire 6. Il va vous parler de Marseille comme sa source d'inspiration. Il va vous parler de pourquoi il préfère écrire pour la bouche et pour l'oreille. Il va parler de la narration. Il va parler bien sûr du théâtre et voilà, de différentes choses. Oui, pourquoi Marseille? Eh bien, Marseille, c'est ma version de la réalité. C'est là où je puise mon inspiration. Et puis je crois qu'il faut toujours enraciner une écriture quelque part. Il faut des mots porteurs, une manière de voir les choses, d'atteindre l'universel par ce particulier qui est la ville de Marseille. Donc j'y trouve mon inspiration en écoutant les gens, en leur parlant, en me promenant. C'est ma ville, c'est mon univers, c'est mon décor. Et je trouve ça très bien d'avoir ce décor gratuit à ma disposition en permanence avec ses personnages, sa folie, sa théâtralité aussi, parce que chaque Marseillais semble porter sa propre scène avec lui. Il y a toujours des choses à voir dans la rue, c'est un spectacle permanent. Pour un écrivain, c'est vraiment c'est de l'or. Tout ce qu'on a sur Terre nous est donné grâce au langage, notre maîtrise du langage, notre jeu avec le verbe. Mais c'est un verbe théâtralisé, oratoire. Et ça, c'est toujours ce que j'essaie de faire dans mon écriture, d'écrire davantage pour l'oreille et pour la bouche que pour la lecture. Oui, ça c'est un point très important. C'est un problème dans la littérature traditionnelle. On a un narrateur, on ne sait pas d'où il sort. Est-ce que c'est Dieu le Père? Enfin, il y a un narrateur qui raconte tout. Et j'ai toujours été gêné par cette perspective du narrateur omniscient, qui n'a pas de caractère, qui vient d'ailleurs. Et il m'a semblé que le narrateur doit être un personnage du livre. Il doit perdre sa neutralité, il doit s'engager, il doit exister en tant que personnage. Sinon, tout est factice. Non, moi j'aime bien le narrateur qui prend vie, qui s'engage même dans la narration, qui prend position. Ce qui n'enlève rien à l'objectivité du livre, parce qu'on peut très bien, ça c'est ma position, on peut très bien avoir une lecture des choses qui est à la fois subjective et objective. Et je crois que c'est même le propre de l'intelligence humaine, de pouvoir voir les choses à partir de 2 points de vue. Oui, déjà, moi c'est ma nature, hein. Je suis un solitaire, j'ai été élevé comme
comme fils unique, je ne voyais pas trop mon père, donc je jouais seul. Enfin, j'ai jamais souffert de ça, mais aussi la littérature, c'est une pratique solitaire. On écrit devant un mur, et puis il y a un isolement. Une page, c'est une île déserte. On est devant sa propre île déserte. On essaie de s'en sortir. On est toujours confronté à son propre isolement. Oui, donc effectivement, il y a beaucoup de solitude dans mes personnages qui essaient de s'en sortir, qui ont un rapport complexe avec les autres. C'est jamais donné, c'est jamais facile. C'est souvent des asociaux, des solitaires. La littérature, à mon avis, est par essence révolutionnaire. Même s'il y a eu beaucoup d'écrivains réactionnaires, mais dans leur manière d'être rétrograde, il y a aussi un principe révolutionnaire. L'abstraction, c'est la peste de la littérature. Il faut vraiment toujours partir du réel et non pas descendre vers le réel avec des idées. Non, il faut partir du réel et puis éventuellement aller vers des idées, mais il faut vraiment toujours coller au concret, à la réalité. Et la langue marseillaise m'y aide beaucoup parce que c'est une langue qui colle au réel. On peut pas délirer, faire des abstractions, des théories métaphysiques avec le marseillais. J'ai toujours rêvé de théâtre parce que pour moi, le théâtre, c'est la vraie vie. Quand je rentre dans un théâtre, j'ai l'impression d'accéder à l'essentiel. Et quand je parle théâtre avec des gens, j'ai l'impression de sortir du superflu, d'entrer dans la vraie vie. Tout ce qui se dit sur scène, en répétition, même si on parle de détails, de décors, de diction, ça a un côté existentiel. Merci Thierry et merci d'avoir fait l'effort de faire ces coupes parce que c'est difficile d'interrompre Frédéric. Merci beaucoup. Alors, un auteur a besoin de lecteurs et de lectrices, a besoin de personnes qui font vivre ses personnages. Et les textes d'Henri-Frédéric Blanc ont touché des personnes de différents horizons, de tout milieu, de toute appétence de lecture. Et il y a plusieurs personnes qui ont accepté de venir partager ce goût et ces lectures, leur passion des textes d'Henri-Frédéric Blanc. Donc, je vais commencer par appeler Anita Linskog, qui nous fait la gentillesse d'être là. Et alors, je te laisse ou le pupitre, ou la table, ou debout, ou... Voilà, c'est libre. On est entre nous, là. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous lire, en fait, le début d'une nouvelle qui justement parle... C'est un personnage qui parle. Un personnage tel que Frédéric vient de l'évoquer. C'est une nouvelle qui s'appelle « Le banquet en votre honneur ». Cher Monsieur Martin Martineau, le Comité international des Amis des Arts et de la Littérature a le plaisir d'organiser un banquet en votre honneur. Nous serions enchantés de vous accueillir à 19h, au château de la Grenouillerie. Suivez l'itinéraire pour se rendre au dit château. D'habitude, le courrier, la fente de la boîte aux lettres, c'était la gueule ouverte des chiens de l'enfer administratif. Rien que de voir l'une de ces enveloppes raides comme des momies blanchies, mais pour une fois, eh bien, que la gaieté ne fût pas son fort, Martin Martineau remonta l'escalier sur les ailes de l'allégresse, le Bristol merveilleux à la main, avec l'envie d'aller frapper à la porte du voisin de palier pour avoir le contraire d'un souffre-douleur, un souffre-joie en quelque sorte. Enfin, sa galère avait atteint le port. La reconnaissance publique était venue. La gloire qui lui était due avait poussé lentement, invisiblement, telle une végétation souterraine, irrésistible, qui, un beau jour, sort d'un seul coup des égouts, des caves, des canalisations du monde.
Il avait bien mérité la palme. S'exposer chaque nuit au hasard de l'écriture, s'accrocher désespérément à son stylo, qu'il pleuve ou qu'il vente, aller pêcher le mot juste dans les dictionnaires les plus profonds. Cela en restant toujours soucieux de beauté, parce qu'un livre sans poésie, c'est crotte. La lumière de la cage d'escalier s'était éteinte. Il escalada les dernières marches dans le noir avant de se cogner la tête à la porte de son appartement. Il cala le Bristol derrière le téléphone mural où des générations de papiers s'accumulaient. Si je m'attendais à ça, en fait, c'était une surprise sans lettres. La gloire, il en avait tant rêvé qu'elle faisait partie intégrante de lui-même. Ce qui était advenu devait nécessairement advenir. Nécessairement, avec un grand nez, ajouta son farfadet intime. Gare au triomphalisme. Tu as obtenu ce que tu méritais, point final. Tu as passé plus de temps à écrire qu'à te faire valoir, plus de temps à œuvrer dans l'arrière-boutique qu'à agencer la devanture. Alors forcément, ce fut long. Mais c'est arrivé. Sauf qu'à la moindre fanfaronnade, je ne te parle plus. Il n'avait jamais eu aucune complaisance envers lui-même, pour ne pas dire qu'il se traitait fort rudement. Pas de géniard sur le pont. Néanmoins, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer sa photographie à la une des journaux, accompagnée de ce titre grandiose. Il ne lui a fallu que 30 années pour s'imposer sur la scène littéraire. Bon, c'était les 2 premières pages. Je voulais juste dire que dans le début de cette petite nouvelle que l'on trouve donc dans le cercle des polars de Marseillais, voilà, dans ce début de petite nouvelle est évoqué le farfadet intime. Cela me rappelle qu'un jour, il avait apporté un petit livre de Federico García Lorca sur le duende. Et le duende, c'est cet état accru d'émotion, d'expressivité. On va dire c'est l'envoûtement un peu de la danse dans le flamenco. Et ce sont, disons, les moments de grâce assez rares que dégage une personne. C'est ce lutin facétieux qui animait Frédéric. Où est ton duende aujourd'hui, Frédéric ? Pour moi, il est partout. Il est dans tes mots, dans tous les mots que tu as lancés à l'univers. Réjouissons-nous de t'avoir côtoyé. Merci beaucoup pour ce partage. Henri Frédéric qui était lu, qui était joué aussi, et je vais appeler Hervé Fassi, qui d'ailleurs va je ne sais plus où il était, qui va nous dire quelques mots. Et d'ailleurs, profitez-en parce que vous avez, les artistes qui vont venir, une actualité, donc n'hésitez pas à dire, notamment que demain, voilà, il y a une pièce qui se joue. Merci. Bonsoir. Alors, moi, je n'ai rien préparé. Je ne peux que, de manière un peu maladroite, venir exprimer toute mon admiration pour Henri-Frédéric Blanc, dont je ne connaissais pas l'œuvre il y a encore 2 ans. Je suis tombé par hasard, par le hasard le plus grand, sur son roman « Nuit gravement au salut ». Et ça a été un éblouissement. Je me suis dit, tiens, je me suis mis dans un coin de ma tête le fait de transposer ça au théâtre. Je ne savais pas à ce moment-là que ça avait déjà été fait à 2 reprises. Je crois qu'il y a une fois, il y a une vingtaine d'années, une autre fois, une dizaine d'années. Voilà, et ce qui était au départ un projet peut-être lointain pour moi, finalement, ça a grandi dans ma tête et je me suis dit, c'est devenu une sorte d'obsession. Voilà, et nous l'avons donc monté, et donc c'est ce que disait Médéric. Nous allons donc jouer ce spectacle-là demain à Septem-les-Vallons à 20h30 dans le cadre donc d'un hommage à Henri-Frédéric Blanc. Voilà, donc pour ceux qui connaissent le texte, pour ceux qui ne le connaissent pas, du moins c'est un roman, mais qui est très dialogué, donc qui se prête bien à la scène, mais pour le coup là ce serait le monter de manière intégrale trop long, donc il fallait malgré tout l'adapter. Donc je m'en suis chargé avec le plus grand respect et la plus grande déférence. La facilité aurait été de garder les parties dialoguées, mais à la relecture du texte, tout ce qui était toutes les parties narratives étaient tellement belles et tellement percutantes que je me suis dit ce n'est pas possible d'occulter tout ça. Et j'ai donc créé un personnage de narrateur pour justement pouvoir garder ces parties narratives qui sont extraordinairement belles. Voilà. J'ai été en contact avec Henri-Frédéric Blanc qui m'impressionnait beaucoup et donc nos rapports, nos échanges ont été relativement brefs, mais je me réjouissais à l'idée qu'il vienne voir le spectacle. Je lui avais proposé d'ailleurs de lire ce que j'ai du mal à appeler une adaptation, puisque du premier mot jusqu'au point final, c'est intégralement bien sûr du Henri-Frédéric Blanc et dans l'ordre, c'est-à-dire que ça a été un travail en creux que j'ai fait.
Donc c'est pour le coup à 100% son œuvre. Il avait refusé donc de lire le texte en disant qu'il viendrait à la première. Malheureusement, j'ai appris quelques jours avant la première par Thierry qu'il avait des problèmes graves de santé et le mauvais hasard a voulu qu'il nous quitte quelques jours avant la première représentation. Donc voilà, donc pour moi, au-delà de la peine, je pense que tout le monde ressent, et il y a cette frustration terrible pour moi de... voilà, je ne saurais jamais ce qu'il a pensé, ce qu'il aurait pensé de cette adaptation-là. Voilà. Et j'en profite pour remercier le frère d'Henri Frédéric et sa nièce, Saïda, je crois qu'ils sont là, c'est ça ? Voilà, puisque nous avons été en contact pour pouvoir... parce que nous allons présenter ce spectacle au Festival d'Avignon. Et donc, il fallait l'autorisation des ayants droit. Et donc là, pour le coup, j'ai eu un rapport très charmant avec la famille. Et j'en profite pour vous remercier publiquement pour l'autorisation. Et voilà, donc nous allons présenter ce spectacle avec beaucoup de plaisir. Donc, Avignon. Donc c'est du 5 au 20, du 4 au 25 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et ce sera à 12h12 au théâtre Barretta. C'est précis, c'est bien. C'est précis. Donc 20h30, demain, Septem et Avignon, un peu plus tard. Exactement. Merci beaucoup. Voilà. Alors, juste un dernier mot, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne connaissais pas l'œuvre d'Henri Frédéric Blanc. Et après donc, cette découverte merveilleuse pour moi de ce roman magnifique, je me suis lancé dans la lecture des autres ouvrages. Et j'en ai lu 5 ou 6 et j'ai volontairement arrêté la lecture. Alors, pour pouvoir reprendre un peu plus tard, pour 2 raisons. La première, c'est que quand on a quelque chose d'aussi beau et qu'on sait malheureusement maintenant limiter, puisque pour le coup, il n'y aura pas de nouveau, mais donc c'est pour en garder pour plus tard, pour le plaisir, un peu comme quand on a un bon gâteau, vous savez, qu'on en garde pour le lendemain. Et aussi parce qu'à chaque fois que je lis un de ces ouvrages, il me vient une envie frénétique et irrépressible de transposer ça au théâtre. Et voilà, donc Henri Frédéric Blanc est en train de me rendre fou. Ou lucide, peut-être. C'est peut-être la même chose. Merci beaucoup. Un grand merci. Et vous voyez, c'est intéressant parce que dans la vidéo, Frédéric parlait de ce narrateur, de ce problème du narrateur qui n'est pas là. Et là, du coup, il est là. Il est bien incarné dans l'adaptation. En tout cas, il a sa place. Et donc, ça l'aurait touché. Et on a tous des rendez-vous manqués ou des frustrations parce qu'on avait tous un truc prévu avec lui en disant on devait se voir, on devait manger, on devait faire ci, faire ça. Et bien voilà, il nous a planté comme des couillons. Il nous a encouillonnés. Vous savez qu'il aimait beaucoup ce verbe, l'encouillonnement. Et voilà, il nous a encouillonnés. Donc le théâtre, évidemment, c'était quelque chose de fondamental. Il adorait que ces textes soient lus et joués, et il prenait un plaisir fou à regarder les metteurs en scène, les comédiens, les comédiennes. Ça le touchait. Et il y avait vraiment cette lueur enfantine à chaque fois qu'il voyait que son œuvre, à la fois, c'était la sienne, mais elle passait entre d'autres mains. C'était un passeur, même s'il n'avait pas forcément ce mot-là à la bouche. Ce mot-là, ça fait un jeu de mots bidon. Il ne faut surtout pas dire ça en ce moment. Pardon. Voilà, je fais ma bouche. On a parlé de bouche et de comédien. Thierry Audibert nous a préparé aussi un extrait avec Cyril Lecomte, dont on a parlé tout à l'heure. Cyril Lecomte, donc, qui a mis en scène dans les spectacles marseillons des textes de Henri Frédéric Blanc. Certains d'entre vous étaient là, notamment. C'était à l'Odéon, hein, c'était à l'Odéon que ça s'était joué. Oui. Et donc là aussi, tu as fait un petit extrait. Je te laisse présenter ce que tu as préparé. Oui, alors, dans la revue Les Archers, dont un des représentants est ici et s'exprimera tout à l'heure, c'était Frédéric, il était rédacteur en chef de la revue Les Archers. C'était quelque chose de très important qui avait été initié au départ par Richard Martin et toute une équipe autour de lui. C'est une très belle aventure, Les Archers. Et dans Les Archers, il avait publié en 1922, je crois, un truc comme ça, je ne me souviens plus la date exacte, un dialogue qui s'appelait Annapurna. Et en fait, qui reprend l'histoire de Maurice Herzog, de l'ascension de Maurice Herzog, dont on sait aujourd'hui qu'il n'est pas forcément allé jusque tout en haut de l'Himalaya. Il y a tout le dialogue avec Lachenal, qui était le guide sur lequel il s'est appuyé pour aller jusqu'en haut. Ce dialogue, quand Cyril Lecomte l'a vu, il a absolument voulu en faire un spectacle. Actuellement, il essaye de le monter dans un grand théâtre, dans une grande production, avec de grands acteurs. Et pour y parvenir, parce que comme il m'a expliqué, souvent les directeurs de théâtre, les agents, les producteurs ne lisent plus.
il faut leur apporter une sorte de produit comme ça, qu'ils vont pouvoir entendre en faisant autre chose, mais qui va leur donner l'idée peut-être de passer à l'acte de la production. Donc, il a enregistré avec un autre comédien marseillais bien connu à Marseille qui s'appelle Richard Gage. Il a enregistré ce dialogue, mais très très bien produit, avec des bruits, de la musique. Et j'ai sélectionné deux, trois extraits que je vais vous faire entendre. Et là encore, ben oui, on entend Frédéric parler, même quand au départ, Herzog s'amène auprès de Lachenal pour essayer de le convaincre de venir avec lui. Et que bon, il essaye un peu de le couillonner sur la montagne, etc. Voilà. Hop, échappe. Je ne suis pas sur mon ordinateur, si vous me voyez un peu batailler. Et donc, c'est des... allez, Vous vous rappelez quand Frédéric, il allait dans un café imprimer ses mails et qu'il n'arrivait pas, que ça le gonflait les mails au tout début, et qu'il disait « Attends, mais j'ai pas reçu ton mail, je vais descendre me le faire imprimer, ou quelqu'un va me montrer, m'ouvrir la boîte, etc. » Vous vous rappelez? Bon, après, c'était mis un peu plus rapidement. Mais on a tous connu ce moment où c'était un peu compliqué de communiquer par mail avec lui. Je dis pas ça pour me moquer de toi, Thierry, vas-y. Non. On ne te met pas la pression, vas-y. Et je dois dire que le musicien m'a dit Cyril serait peut-être dans la salle. Est-ce qu'il est là? Non. C'est parti. Au bureau des guides, on m'a dit que je vous trouverais là. On vous a bien renseigné, en effet, je suis là. Quelle vue. Des divinités minérales. Figées pour l'éternité. Là, ça c'est le pic c'est le pic du n'est-ce pas? C'est ça, oui. Superbe panorama. Absolument superbe. Oh, ce ne sont que les Alpes, mais ça fait penser à une partition musicale. Hein? Cette ligne de sommet, non? La musique de la blancheur. Imaginez une musique toute blanche. En même temps, la beauté a toujours quelque chose d'effrayant. Quelle force dans cette immobilité. On a l'impression que ces montagnes nous regardent, nous observent. Nous ne les comprenons pas, mais il semble qu'elles nous comprennent. Dire qu'elles étaient là avant nous, qu'elles seront là après nous. Elles dureront pendant des millénaires. Plus que des millénaires, elles s'inscrivent dans l'éternité. L'éternité. Nous passons. Elles restent. Mais remarquez une chose. Cette nature majestueuse, c'est un peu notre destinée. La nature nous appelle, comme la mer appelle les rivières. Lorsque nous n'existerons plus, eh bien, nous serons la montagne. Oui, nous serons la montagne et le ciel. En attendant, nous sommes sur Terre. Allez, mieux vaut le vin d'ici que l'au-delà. Vous ne voyez pas ce que je veux dire, alors? Si. Je vois à peu près ce que vous voulez dire, mais pas très bien là où vous voulez en venir. Allez-y, accouchez, allez, pas besoin de chinoiserie. Fin du premier extrait. J'avais peur de me faire gronder par Médéric. La pression. Le deuxième un peu plus loin. J'ai une pause un peu trop grande, on dirait peut-être que c'est moi qui ai bloqué. On te regarde, on dirait le penseur de Rodin. On pourrait prendre des photos de toi, vas-y. Notre pensée nous écrase sans que nous en ayons conscience. Lao Tzu critique le rationalisme qui nous permet de manipuler les choses qui nous séparent d'elles. Au point que la nature, écoutez bien cela, au point que la nature finit par nous percevoir comme des ennemis. Il y a des plantes qui deviennent toxiques à l'approche d'un être humain. C'est extraordinaire, non? Ces végétaux placides sentent que notre pensée est dangereuse et ils ont raison. Ils ont parfaitement raison de se méfier de notre raison.
Nous sommes des fanatiques du pourquoi. Nous nous acharnons à savoir, à comprendre ceci, à comprendre cela. Nous emmerdons les choses à vouloir absolument les nommer. Chaque chose a sa cage et cette cage, c'est son nom. Et vous, au fait, quelle est votre cage? Tenez. Mon nom vous dit peut-être quelque chose? Maurice Herzog, non. Ça ne me dit rien, non, rien du tout, non. Je ne lis pas les journaux et je n'écoute la radio que pour la météo. Ah oui, je ne suis pas très connu, enfin du moins pour le moment. Figurez-vous que j'organise une expédition. 8000, qu'en pensez-vous? J'ai l'habitude de demander un peu plus. Vous savez, rien qu'en matériel et en fourniture. Non, je ne voudrais pas faire l'épicier, mais 8000 francs, c'est trop juste. Même pour une grimpette dans le coin. Quand je dis 8000, je ne parle pas d'argent. Je précise 8075. Là pour là. Ah ben vous êtes... Ouais, marteau, folle dingue, ça, j'ai tout entendu. C'est ça parce que j'ai l'intention d'agrandir le champ des réalisations humaines. Personne n'a jamais atteint les 8000 mètres, n'est-ce pas? Ni l'homme, ni l'animal. Eh bien, je suis fier que le destin m'offre l'occasion de le faire, de réaliser, au nom de la France, une ascension réputée impossible. Vous jouez aux échecs? Eh bien, aux échecs, le rôle du fou est très important, il avance en diagonale. Alors que les autres pièces marchent droit. Il a plus de valeur que le roi. La société ne tiendrait pas sans les fous. Ils sortent de la routine, ils descendent du train-train qui ne mène à rien. Ils extravaguent. Ils vous ressemblent un peu. Quoique vous, aux échecs, vous seriez plutôt le cheval. Vous avez l'habitude de porter les autres, de les conduire vers le haut. Et ça, monsieur Lachenal, ça, c'est magnifique. Ça honore l'espèce humaine. Le devoir de l'homme, j'oserais dire, sa mission, c'est de vouloir un petit peu plus que ce qu'il peut. Qu'est-ce que me disait un compagnon de cordée juste avant de tomber dans une crevasse? L'escalade et la mégalomanie, ça ne marche pas ensemble. C'est incompatible. Ouais. Strictement incompatible. Vous habitez Paris? Ne pensez plus à l'Himalaya. Allez, faites des promenades en canot sur la Seine. Il y a des coins charmants. L'entreprise. Comme tu veux, vas-y là. Ouais, parlez le micro. Hein. La pièce est en deux parties. Donc il y a la première partie pendant laquelle Herzog va essayer de convaincre Lachenal de venir avec lui sur cette mission. Et puis ensuite, juste derrière, on se retrouve au sommet. Ils sont à la dernière station, ils sont à quelques centaines de mètres du sommet. Il y a une immense tempête de neige et ils ne peuvent plus avancer. Et il fait moins 50. Et Lachenal est convaincu qu'il faut redescendre le plus vite possible pour se sauver parce qu'il commence à geler, ils ne peuvent sentir leurs pieds. Et Herzog, lui, veut absolument continuer. Bon, vous l'avez compris, c'est une pièce sur l'ambition. Voilà, jusqu'où doit-on aller par ambition. C'était un thème qui était très présent chez Frédéric. Et donc là, on va avoir un extrait d'une discussion qu'ils ont à un moment donné. Reste ton piolet, je te dis. Ne reste pas comme un santon. Le bois risque de se fendre. Un piolet qui pète, c'est un clou de plus à notre cercueil. Allez. Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'est-ce que je disais? Je disais un truc important avant la banane, je disais un truc très important, tu m'as coupé le fil. Je ne t'ai pas coupé le fil. C'est toi qui m'as demandé une banane. Allez, c'est encore de ma faute. Toi, tu es un petit saint, tu as toujours raison, tout ce que tu fais est parfait, sauf que chaque fois que mon esprit prend son envol, ça ne rate pas. Tu me fais le coup de la banane, merde à la fin. Tu parlais du chant de la montagne? Ah oui. Oui, la montagne chante. Elle a quelque chose de vivant. Si tu regardes attentivement,
sentiment, n'importe quel objet, mettons ce gobelet, hein, passe-moi ce gobelet, eh bien, au bout d'un temps plus ou moins long, ça dépend des capacités intellectuelles ou plutôt spirituelles, au bout d'un temps plus ou moins long, tu le verras pointer son nez en dehors du mot qu'il désigne. Il sortira de son nom comme un poussin de sa coquille. Coucou, c'est moi, où suis-je? Il tendra ses petites pattes vers toi. Fais un effort pour piger, c'est vachement profond, c'est de la métaphysique hindoue. C'est pas le moment, mon vieux. Tu te fatigues. On métaphysiquera après. Une fois en bas. Pas le moment. Pourquoi pas le moment? On n'a rien d'autre à faire qu'à attendre. Et ça, attendre, c'est justement très métaphysique, surtout pour les hindous. La métaphysique hindoue, ça mène loin, très loin. La condition de ne pas se perdre en route. Puis, il y a une ligne de métro à Lyon, elle est très fréquentée. Mais des gens descendent à chaque station, et au terminus, plus personne, on se retrouve seul. Tout le monde est descendu, on se retrouve seul comme un rat qui a tout compris. La métaphysique indienne, c'est ça, c'est le terminus universel. Le terminus universel, tu comprends? Ganesh a dit, je sais plus quoi, il a dit que nous sommes prisonniers des mots, nous sommes enfermés dans des images mentales, des stéréotypes qui nous cachent la vie authentique. C'est pour ça qu'il a une dent cassée. Ganesh, c'est une défense plutôt, hein, vu qu'il a une tronche d'éléphant. C'est pas le dieu des éléphants, hein, c'est le dieu éléphant, nuance. Sa défense est cassée. Écoute bien, tu vas voir, c'est sacrément bien trouvé, sa défense est cassée. Ça symbolise le mur d'illusion qu'il a démoli pour accéder à la réalité vraie. La nature peut nous parler. La montagne a quelque chose à nous dire. Elle a à nous dire que nous devons renoncer. Elle nous prévient. La montagne prévient toujours. Malheureusement, voilà, on serait tenté d'en écouter beaucoup plus. C'est absolument passionnant. Et bon, on va croiser les doigts pour que Cyril trouve les moyens de monter ce grand texte. Je voudrais préciser que la dernière œuvre de Frédéric, en fait, il avait choisi de reprendre ce dialogue et de l'enrober dans un roman. C'est un roman qui actuellement est en lecture chez Actes Sud. J'espère qu'ils finiront par le sortir, sinon on trouvera quelqu'un d'autre. Parce que je crois que c'est son plus beau roman. Voilà, c'est très émouvant. Voilà. Merci Thierry pour ce partage. Donc tu nous dis qu'on peut espérer un texte inédit, voilà, tous. Oui. Alors ça s'appellera bien, ça. Sans oxygène. Okay. Et il a englobé ça dans une double narration géniale. Voilà, c'est drôle. Et en même temps, voilà, il a pris toutes les précautions d'usage pour pas être accusé un jour, voilà, par la famille Herzog ou je sais pas. Même si aujourd'hui c'est assez démontré que bon, il n'est pas allé en haut et que la photo était bidouillée, quoi. Voilà. Avant l'IA. Merci Thierry pour ça, pour ce partage. Pour les Marseillais, Marseillaises qui ne connaissent pas l'Annapurna, tout ça, etc., c'est plus haut que Risoul ou Vars. Je dis ça parce que c'est un peu nos repères, puisqu'on va tous là-haut. Frédéric, c'est donc un homme de rencontre. On a tous notre premier moment où, d'abord, peut-être on l'a lu, on se l'a rencontré. Je vais demander à Chantal Champé de venir dire quelques mots de sa rencontre, de sa lecture. Chantal Champé, qui est du Comité du Vieux Marseille, qui est historienne aussi. Mais mais aussi, entre autres, on la connaît beaucoup pour toutes ces activités-là. Où tu veux. Alors vraiment, tu peux regarde, prends ce micro-là si tu veux, qui est là, si tu veux. Voilà. Tu peux t'asseoir si tu veux. Oui, non, voilà. Ah, mais je vais avec toi. Voilà. Oui, donc Frédéric, c'est vrai que c'est une rencontre qui compte. Alors j'aimerais dire deux mots, parce que je suis certaine que d'autres ont rencontré son œuvre un petit peu comme moi, mais là j'ai l'occasion de le raconter. Et puis je dirais quelques mots de l'homme que j'ai connu à travers l'œuvre, justement. En fait, il y a une vingtaine d'années, maintenant, bientôt, le temps passe, je n'habitais pas encore Marseille, je n'étais pas revenue, mais j'étais très malade et j'étais à la Timone. Et donc, je ne savais pas trop si j'allais m'en sortir. Et je m'étais dit ce jour-là, je vais faire ce que je dois faire, ce que je veux faire. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Et il se trouvait qu'il y avait un auteur qui avait écrit une petite nouvelle qui me plaisait beaucoup, et qui est présentée au Carré des écrivains, justement, par le comité. Et je me suis dit, je vais y aller. Donc, c'était un petit défi. L'après-midi, les infirmières ne passent pas, je me débranche les perfusions, tout ça, parce que juste en bas, il y a la bouche de métro. Et je me traîne au centre Bourse. Je vois l'auteur que je voulais voir,
une conversation agréable. Et à côté de lui, il y avait une sorte là de géant, d'ours là, qui disait rien, qui avait la tête un peu fermée. Et moi, je me suis dit quand même, c'est horrible. Il y a un auteur et je ne lui parle pas, c'est pas possible. Donc je lui dis, monsieur, je ne vous connais pas, mais désignez-moi un de vos livres, je vais le lire. Et l'année prochaine, si on se voit, on en discute. Et en cherchant un livre, je vois Lapin exterminateur. J'avais envie de rire, parce qu'un lapin, en général, c'est lui qui se fait exterminer, quoi. Le titre, déjà, m'avait attiré. Et donc, je lui dis, mais je prends celui-là. Il me dit, peut-être pas. Alors, c'est vrai que j'avais mis mon petit tailleur BCBG, il m'a cru peut-être un peu trop fragile pour le livre. Je sais pas. Alors, il m'a dit, non, peut-être pas celui-là pour commencer. J'ai dit, vous inquiétez pas, je vais le prendre quand même. Du coup, je l'ai pris. Et je l'ai lu, mais c'était un choc, vraiment un vrai choc culturel. Rencontrer de tels textes à des moments un peu charnières de la vie, mais c'est très fort. Et je me dis, mais c'est un ovni, mais comment j'ai fait pour ne pas le connaître, ce gars-là ? Et je me dis, peut-être qu'il a écrit qu'un livre, parce qu'il y a des gens qui sont les hommes ou les écrivains d'un livre. Et puis après, il n'y a plus rien, ou ça se répète. Donc, je vais sur Internet, et je ne pouvais même pas me déplacer à l'époque. Et donc, je commande, et puis beaucoup de ces livres n'étaient plus édités, de toute façon. Hein. Et je les ai commandés dans les semaines, tous. Et je me disais, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment là, je dis, Marseille a un écrivain d'une classe, mais dont elle ne se doute pas. Et donc, l'année d'après, je suis allée le voir. Donc toujours à la bourse, là, et on a commencé à discuter. Et à partir de là, on s'est rencontrés souvent et on a confronté nos Marseilles. C'était Marseille très particulier. Il montrait ses endroits secrets, je lui montrais les miens. Voilà, on a passé vraiment des moments extraordinaires. Et on a appris, comme d'autres, c'était quelqu'un de secret, hein, Frédéric. Il disait que le monde intérieur était comme une citadelle qu'il fallait garder. Et lui, il s'est construit comme ça, parce que à travers son œuvre, on voit alors quelques titres. Par exemple, il faut savoir qu'il est né à Marseille, donc, et qu'il a dit dans l'extrait d'une famille de taiseux, mais nous avons exactement le même âge, hein, 2 mois d'écart. Ceux qui sont dans la salle et qui ont à peu près le même âge savent que les parents ne parlaient pas beaucoup de toute façon, hein, c'était pas très expressif. Et donc, mais chez lui, ça a créé un monde intérieur très fort, et qu'il a mûri. Et donc, il est allé au lycée Saint-Charles, et même là, c'était quand même, il était solitaire, mais il a toujours eu des amis. Tout à l'heure, j'ai rencontré à la préfecture l'ancien archiviste de la chambre de commerce, Patrick Boulanger, hein, qu'il a connu au collège et qui avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, je ne peux pas venir, il était retenu. Et j'ai dit, mais c'est vrai, j'évoquerai cette amitié qui s'est continuée avec des parcours tous les deux extrêmement différents, mais cette amitié-là, elle est restée, cette estime. Et donc ensuite, il va à la fac d'Aix-en-Provence, étudier la philosophie. Alors, la fac, c'était pas du tout son univers. Vraiment, lui, ça l'intéressait pas d'apprendre le passé, voilà, de plaire à un professeur ou de travailler sur des sujets qui ne l'intéressaient pas. Et il en a dit, tous ceux qui ont lu son œuvre ont vu tout ce qu'il en disait. Et d'ailleurs, on en plaisantait lui et moi, parce que donc, moi je suis à l'université, et à chaque fois qu'il sortait un livre, il y avait une pique contre les universitaires. Alors je dis merci, j'ai vu. Hein. Et un jour, j'ai fait une préface de l'un de ses livres et j'ai bien signé universitaire. J'ai dit pour lui, voilà, je le marque comme ça. Mais il avait en grande partie raison. Oui, c'est vrai. Disons qu'en tout cas, il n'était pas fait pour l'université, surtout pas pour l'enseignement. Et donc lui, son obsession, c'était l'écriture. Il ne vivait que pour ça. Quand on en discutait, parfois, il me disait, tu sais, vraiment, c'est ma vie. Et je voyais sa lèvre qui tremblait. Vraiment, il avait une nécessité vitale d'écrire. Et s'il a eu une souffrance, ça a été de ne pas pouvoir être assez lu. C'est ça. Il ne voyait que c'était son seul souci. Donc, il ne s'est pas lancé dans des carrières qui auraient pu le protéger matériellement. Pendant une dizaine d'années, il a fait tous les métiers possibles. Hein. Alors, moi, j'en ai noté quelques-uns. Guide touristique, caissier. Alors, caissier, il a écrit dans ses poèmes où il disait qu'il avait été, je crois, chef de rayon du rayon fromage.
On l'imagine. Il dit « je voyais des têtes ». Oui, forcément. Voilà. Il a été guetteur d'incendie. Alors là, c'était une grande période pour lui parce qu'il a pu écrire. Donc, et c'est presque poétique. Il en parle dans son œuvre d'ailleurs. Hein. Il a passé, lui, un solitaire. Il était dans ces collines qu'il y a autour d'Aix-en-Provence. Et il a pu écrire. Et par ça cramait autour, c'est pour ça que non. Ah oui, non, mais ça aurait pu avec lui, ça aurait pu. Non, mais apparemment, il n'y a pas eu de trop gros d'ennuis. Et il a comme ça vivoté une dizaine d'années. Et enfin, en 1989, paraît le premier roman, donc c'est L'Empire du Sommeil. Alors c'est un livre extraordinaire parce que ce livre, on est en 89, hein, donc c'est-à-dire on est 15 ans avant que le président de TF1, Lelay, avoue qu'il vendait du temps de cerveau humain disponible. Eh bien lui, dans cette fable, à la Voltaire hein, d'ailleurs, il a utilisé le fantastique pour parler de ce problème, de la marchandisation de l'humain et du cerveau humain là, dans le sommeil, parce qu'il y a une machine à rêver, etc., mais d'une façon à la fois très réaliste. Hein. Et c'est un livre, effectivement, qui a eu une portée nationale, l'a fait connaître vraiment, qui a été traduit alors, dans toutes sortes. Il y a l'allemand, l'anglais, le coréen, l'espagnol, le portugais, japonais, turc, italien, etc. D'ailleurs, c'est un auteur qui est connu, je veux dire, internationalement. Hein. Finalement, peut-être plus qu'en France, particulièrement en Allemagne. Voilà. Et ensuite vont se succéder les titres. Alors moi, j'en cite que quelques-uns. Alors, tout à l'heure, on a parlé donc de Nuit gravement au salut. Là aussi, on est en 95 quand il écrit ça. Et il traite quoi? Mais 95, c'est-à-dire plus de 20 ans avant MeToo. Il parle du harcèlement sexuel dans le milieu professionnel de l'édition, en gros. Hein, c'est ça le cœur. Et là aussi, il avait un don d'observation impitoyable de la société. Et c'est dans les promenades que nous faisions, c'était extraordinaire. On se mettait au milieu des gens comme ça, puis on les écoutait. Et puis alors après, bien sûr, comme il y avait beaucoup d'humour, ça partait en rire, mais c'était toujours extrêmement juste. Et c'était vraiment un maître de la langue. Voilà. Et puis il y avait le lapin exterminateur, et puis alors d'autres qui ont été adaptés, hein, je ne vais pas détailler. On avait fait à l'Alcazar d'ailleurs une présentation hein, avec les responsables de l'Alcazar, et qui est enregistrée sur Internet. Si vous voulez avoir une petite rétrospective de tout ce qu'il a écrit. Bon, il n'y a pas tout non plus d'ailleurs, c'est impossible, hein, parce qu'il y a une trentaine de romans, je ne sais combien de nouvelles et beaucoup d'articles. Voilà, donc c'était un solitaire, mais c'était un solitaire qui n'était pas seul, qui a semé beaucoup d'amitié. Il avait sa petite bande là depuis des décennies, hein, dont il parlait avec beaucoup d'affection. Et il avait besoin de ce contact avec les gens. Hein, c'était sa source. Il disait « Je suis un batteur exceptionnel, un écouteur inégalé. Observer me nettoie la comprenette. » Et c'était vrai. C'était vrai. Et ce que je voulais dire, voilà, donc les difficultés qu'il a eues les dernières années, c'était ça. C'était parce que l'édition, de toute façon, en général, avait beaucoup d'ennuis, et il espérait être entendu à la hauteur du travail, parce qu'il travaillait tous les jours, tous les matins. On ne pouvait pas le joindre le matin. Il travaillait sur ses textes. Voilà, jusqu'à ces derniers mois. Quelques mots. Bien sûr, sur les derniers mois. C'est important que ce soit toi qui les dises. Oui, je disais que c'était un homme solitaire, mais pas un homme seul. Il y avait ces amitiés qui traversaient sa vie. Alors il cloisonnait, souvent les gens ne se connaissaient pas les uns les autres. Et sa maladie a été l'occasion que certains se croisent. Hein. Et notamment, il y a eu par exemple Anita qui vient de passer. Hein. On les a vus à l'hôpital. Il y avait Huguette, bien sûr, qui était là, qui était depuis longtemps, et Marie-Pierre, Cyril, qui est venu plusieurs fois, etc. Excusez-moi, je ne les cite pas tous, mais ils étaient là. Et un des plus beaux moments qu'il a eu, c'est qu'il a continué, il pensait toujours à son œuvre, et il a continué à discuter hein, avec Thierry ou avec Gilbert des adaptations. Hein, on a parlé tout à l'heure aussi pour cette pièce-là. Et je dois aussi dire merci à Michel Cadouche, qui pendant tous ces mois était là, nuit et jour, ou le matin, il a été là pour le véhiculer hein, jusqu'au bout. Et parce qu'il suscitait cette affection, il le méritait, Frédéric. Et donc,
on va dire 36 heures avant qu'il parte, on a eu une après-midi formidable avec lui. Tu étais là, Médéric. Il y avait Gilbert, bien sûr, Jean-Marc, et Thierry qui était passé un peu plus tôt. Et ça a été un moment qui l'a rendu heureux, je l'ai vu. Il n'arrivait presque plus à parler. Et puis, Gilbert a sorti une de ses déconnades, excusez-moi. On en parlera tout à l'heure avec lui, mais oui. Voilà, qu'il a toujours dans son manteau. Et Frédéric riait. Il n'arrivait même plus vraiment à parler, mais il riait. Il avait passé vraiment un moment. C'est vraiment un moment. Merci les gars pour cet après-midi-là, pour lui. Vraiment, merci. Et il a pu partir accompagné, en tout cas de l'amour de sa famille qui était loin, mais il y pensait. Et voilà, on a pu lui tenir la main jusqu'au bout. Il n'est pas mort seul, il est mort entouré d'humanité, ce qu'il était lui-même, quelqu'un de rempli d'humanité. Voilà. Merci beaucoup Chantal, merci pour tout ça. Et merci à toi. Merci à toi d'avoir été là, de lui avoir tenu la main jusqu'au bout. Et ben voilà, tu vois, tu l'as gardé la main, il est avec nous. Donc ça, c'est fort. Alors, je vais revenir des choses plus légères avec une transition, attention, acrobatique. L'OM hier n'est pas allé droit au but. Et Frédéric, lui, aimé aller droit au cœur de la cible, puisqu'il a dirigé notamment la revue des Archers. Je vais demander à Dominique Sorante, que j'ai vu tout à l'heure, de dire quelques mots sur ce qui tenait vraiment beaucoup à cœur de Frédéric. On va en parler de l'édition, et puis ensuite on va basculer vers ses œuvres marseillaises. Et c'est vrai que la revue des Archers, la poésie en général, ça le touchait beaucoup. Donc, il y a deux micros là, il y a le pupitre, on a tout le confort possible moderne. Oui, très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis évidemment très, très touché d'entendre tout ce que vous dites les uns et les autres. Je voudrais insister sur un point, c'est que j'ai rencontré Henri Fred, moi je l'appelais comme ça, à travers cet objet-là. Cet objet-là, c'est cette revue qui s'appelle la Revue des Archers. Cette revue avait été désirée profondément par Richard Martin au Théâtre Toursky, et elle était née grâce à Henri Fred et aussi à Jean-Pierre Cramoisan qui n'a pas pu venir aujourd'hui. C'était en l'an 2000. Et donc pendant 25 ans, Henri Fred a été directeur de la publication de cette revue des Archers. C'était une revue qui était publiée 2 fois par an, qui avait un aspect... j'ai beaucoup fréquenté les revues littéraires. Elle était inclassable. Les poètes disaient qu'il y avait trop de textes qui n'étaient pas de la poésie. Les novellistes et les gens amateurs d'aphorismes disaient « mais c'est pas possible, il y a des poètes, ça peut plus durer ». Et finalement, on arrivait les uns et les autres à trouver nos marques à travers cette revue. Et Henri Fred jouait ce rôle donc de directeur de la publication. Il écoutait beaucoup les propositions des uns et des autres. Il proposait lui-même des textes qui sont vraiment importants dans son œuvre, car beaucoup des fragments de pièces de théâtre, des monologues, sont d'abord nés dans la revue. On a eu ce privilège les uns et les autres de découvrir les textes par l'écrit avant qu'ils soient après sur les planches de telle ou telle scène de théâtre. Je garde évidemment une profonde émotion concernant tout ce que nous avons vécu ensemble au Théâtre Toursky. Aujourd'hui, notre directeur de la publication est parti. La meilleure chose qu'on pouvait faire, c'est que notre propre revue arrive à mettre en place un numéro qui l'évoque. Ce numéro va exister pour des tas de raisons, il n'a pas pu exister avant. Il va exister en 2026. Quelque part entre demain et juillet à Avignon, on va dire en avril ou mai, et il s'appellera « Salut à Henri-Frédéric Blanc ». Et vous voyez, cette photo qui est là sera aussi la couverture du numéro de la Revue des Archers, où vous aurez plein d'évocations d'auteurs différents qui l'ont connu. Je voudrais vous lire un petit passage
que notre ami avait cité dans son éditorial, qui avait ce titre provoquant « Déchet ultime ». Il ne parlait pas forcément de lui. Et c'était le numéro 42. Et voilà comment il parlait de la Revue des Archers. La Revue des Archers, basée à la Belle de Mai au théâtre Tourski, qui se trouve à Marseille, précision faite pour les Chinois et les extraterrestres, n'a pas vocation de mettre en jolie forme la phraséologie dominante comme le font tant d'organes véreux et d'officines prostituées. La Revue des Archers est totalement indépendante, sans formalisme ni rigidité esthétique, mais avec un tire-bouchon et quelques bonnes bouteilles, elle accueille une palette de voix aussi éloignée de l'écriture administrative qui plaît aux gestionnaires du désastre que des souverains poncifs de la langue de bois culturesque. Ces voix non pasteurisées, nous les aimons, incarnées, voyageant de bouche à oreille. Le lecteur, selon notre cœur, est d'abord et avant tout un éditeur, un auditeur, pardon. Et voilà. Et je vais vous laisser avec ce conseil à un ami qu'il nous a laissé. Tu cours après le plaisir, car avant de mourir, tu veux profiter de la vie. Profite donc sur le champ de la vie en t'arrêtant de courir. Merci. Merci beaucoup, c'était très important que vous soyez là, parce que cette revue lui tenait à cœur. Et puis ce petit lapsus sur auditeur-éditeur, il est intéressant parce que Frédéric n'était pas qu'un auteur, qu'un écrivain, c'était aussi quelqu'un qui était dans ce milieu littéraire. Parce que pour qu'un livre soit lu, il faut qu'il soit imprimé. Pour qu'il soit imprimé, il faut qu'il soit publié. Pour qu'il soit publié, il faut qu'il soit édité. Pour qu'il soit édité, il faut qu'il y ait un éditeur. Alors, Frédéric a connu plusieurs maisons d'édition dans sa carrière, Actes Sud, Flammarion, Le Rocher, mais aussi des maisons d'édition plus locales et plus peut-être dans la deuxième partie de sa carrière accroché à la singularité de son œuvre qui peut-être sortait de certains carcans. Et parmi l'un de ceux qu'il a... oui, les éditions Titanic aussi, qui ont coulé, c'est normal, Titanic, mais qui sont revenus aussi, Titanic Archer, il y a une édition Titanic Archer aussi, donc voilà, il joue avec ça. Et donc l'un de ceux qu'il a connu édité, c'est Patrick Coulon, que j'invite à venir nous rejoindre, journaliste, auteur, éditeur, et qui va nous partager ces rencontres au moment. Toi aussi, tu as le choix, écoute. Je suis très flemmard, donc je vais peut-être m'asseoir. Ah, c'est toi. Et prends le deuxième micro, bon, on l'aura utilisé, tu vois, et au moins, Denis, le régisseur, il aura tout utilisé. Dans le sud de gauche, au moins, voilà. Voilà, au moins, on aura tout amorti le matériel. Alors, je vais me mettre là. Parce que... Oups, ça marche, oui. Merci d'être là pour Henri Frédéric. Oui, moi je dis Henri Frédéric, je dis pas Henri Fred, ni Fredo, voilà, c'est comme ça, on l'appelle comme on veut. Hein. Étonnamment, je ne vais pas vous lire un passage d'un texte d'Henri Frédéric, je vais vous lire autre chose. En fait, Médéric parlait du fait que nous l'avons édité avec François Thomazeau, qui est là aussi, au sein de l'Écaillé, au sein de quelque chose qu'il avait commenté, qui s'appelait Over Littérature à ce moment-là. Donc, c'est bien dire qu'il était au-delà de la littérature. Et un des textes que nous avons publié était un recueil de nouvelles qui s'intitulait « Mise au banc ». Et pour ce recueil de nouvelles, il avait demandé une préface à quelqu'un qui s'appelle Claude Gudin, que vous connaissez peut-être, et qui était, à l'époque du moins, régent du collège de pataphysique. Voilà. Et voilà ce que Claude Gudin écrivait à propos d'Henri Frédéric. Excusez-moi, j'enlève les lunettes. Si vous broyez du noir, lisez du blanc. Vous ne trouverez pas plus blanc que blanc. C'est un écrivain, un vrai, qui n'écrit pas en vain. Sa langue, qu'il n'hésite pas à tirer à celles et ceux qui le lisent, vous semblera à la fois familière et singulière. Il se l'invente et se la sculpte soigneusement à chaque livre, dans un style éblouissant, fort éloigné des modes. Je vous fais une confidence, mais gardez-la pour vous, car Henri Frédéric, tiens, lui aussi il l'appelle Henri Frédéric, ne le savait pas, cet homme-là a un cerveau de pataphysicien.
Chaque phrase est chez lui une solution imaginaire à un problème qui ne se pose pas encore. C'est dire la richesse de son œuvre. Ne croyez pas que ce soit la dérision. La pratique des mathématiques, comme celle de la physique théorique, obéissent à la même loi. C'est aussi un explorateur, un intrépide navigateur, qui voyage aussi bien en mer qu'à Paris, le lapin exterminateur, au ciel, la mécanique des anges, et même dans le temps qu'il n'hésite pas à remonter, l'évadé du temps, quand il ne part pas carrément sous terre, rejoindre les tops avec son téléphone portable à pile longue durée, sous la dalle. Ce sont des titres que vous connaissez. Le diable est son ami. C'est d'ailleurs lui qui lui a écrit son discours de réception à l'Académie française. Il n'hésite pas non plus à faire de Corneille un écrivain marseillais en réécrivant le Cid sous le titre de Sidi, et cela vaut le détour par le théâtre, bien évidemment. Alors j'arrête là de lire Gudin. Non, j'arrête pas de lire Gudin, car il continue. Tout cela fait d'Henri-Frédéric Blanc un humaniste à part entière de la grande lignée des Rabelais et autres pataphysiciens comme Alfred Jarry, dont il suivit la trace. Cet homme est conçu d'une telle façon qu'il a eu beaucoup de mal à penser qu'on puisse penser du bien de lui. Le fait est qu'il avait bien raison. Et j'arrête avec Gudin, et je vais faire la bascule que Médéric pressentait entre le Henri-Frédéric Blanc, première période, si j'ose dire, qui était un auteur national, qui avait même une certaine reconnaissance, même une reconnaissance internationale, comme tu l'as précisé, au Henri-Frédéric, auteur marseillais. Il y a eu une véritable bascule dans les années 2000, en fait, même si Fred était déjà Fred avant et il était encore Fred après, mais dans ces textes, il y a eu des changements, on va dire, d'orientation et d'objets. Et d'ailleurs, tout ça a commencé avec le discours sur l'universalité de l'esprit marseillais, qu'il avait déjà publié une première fois et que nous avons republié à Les Cahiers dans les années 2000. Et dans toute cette fin de carrière, il en a fait une véritable ode à sa ville. Il a été lié à notre maison Les Cahiers pour 4 ou 5 titres, puis après il est passé au Fiou-Pellan, donc des maisons d'ici qui se sont beaucoup intéressées aux auteurs d'ici, et lui-même était, on ne peut plus un auteur d'ici à ce moment-là, quand il a osé écrire des titres comme De la sardinitude, Cagole Blues, le livre de Joby, plutôt le livre de Job d'ailleurs je pense, ou encore Ainsi parlait Fredo le Fada. Tous ces titres-là, ce sont peut-être ceux qu'à Marseille on connaît le mieux, mais effectivement, s'ils représentent une partie très importante de l'œuvre de Henri-Frédéric Blanc, il y en a d'autres qui sont tout aussi importantes, qui ont été écrites avant. Et moi, je l'avais découvert, d'ailleurs, le premier titre qu'on avait publié, François, je pense que tu te souviens, c'était pas du tout un truc marseillais, c'était un polar qui s'appelait Cloaque. Donc il a vraiment donné dans tous les registres, en fait. Avec toujours la même humanité dont il était question précédemment. En fait, après, dans cette deuxième partie, et si l'on se souviendra de lui, malgré tout, longtemps, et pas seulement dans son cercle familial, et pas seulement dans le cercle de la littérature, c'est qu'il a inventé un genre, en fait. Il a inventé un registre, il a inventé un monde littéraire, un précipité qui mélange Marseille et le verbe, qui mélange Marseille et les mots, qui fait de lui, tant pis si ça peut vous sembler incongru, un héritier, à mon sens, et un sublimeur, non seulement de Pétrone, qui était un de ses modèles, qui, paraît-il, était marseillais, mais aussi, et c'est peut-être là que ça va vous surprendre, à mon sens, de Pagnol et d'Edmond Rostand, qui, avant lui, avait su faire de la langue marseillaise aussi un véhicule philosophique. Alors d'une autre manière, mais je pense qu'il partage avec lui cet intérêt pour Marseille qui va faire de lui, à mon sens, dans 50 ans, 100 ans, plusieurs siècles, je ne sais pas, un auteur dont on parlera encore, et il y aura une espèce de trilogie peut-être d'auteurs entre Edmond Rostand, Marcel Pagnol et Henri-Frédéric Blanc. Merci. Merci Patrick.
Et merci à toi et à François de l'avoir édité, parce que c'était important pour lui que ces livres soient édités, évidemment. On a parlé du livre de Joby. Vous voulez le voir, Joby? Allez, on va se faire un petit moment de Joby avec Thierry Audibert. Tu veux ça? Tu veux quoi? Tu veux ça? Vas-y. J'ai pas l'habitude de le faire avec un micro. Donc j'ai choisi de vous faire une petite séquence. Alors dans le livre de Joby, on a un narrateur qui est un narrateur, comme l'exprimait tout à l'heure Frédéric, qui est un narrateur qui intervient dans la narration, qui juge les personnages, qui prend parti. Et donc nous sommes à un moment où ce narrateur parle de son personnage principal, c'est-à-dire Joby, un truand marseillais bien en place dans le milieu. Et il va parler des premiers temps de sa relation avec sa femme Ginette. Et ça donne ceci. C'est toujours très difficile de retrouver un morceau dans un truc que vous avez l'habitude de faire. Bien avant qu'ils ne fussent mari et femme, un jour d'il y a longtemps, ils étaient allés se manger un aioli à la romantique dans un restaurant de Cassis. Cassis, c'est bien. Tous les Marseillais y vont. Pour ne plus voir de Marseillais. Et puis Cassis, c'est... tu n'es pas encore à l'étranger, mais il y a déjà un parfum d'exotisme, de Côte d'Azur. Ça sent le luxe. Même les cigales ont plus de classe. Leur chant est plus doux. On dirait des billets qui craquent. Et puis Cassis, c'est une zone démilitarisée. Tu peux y aller presque sans le calibre. À part le vendeur de roses et les arêtes de poisson, tu n'as rien à craindre. Et c'est beaucoup meilleur pour la digestion de manger sans avoir l'estrancie de se faire sulfater entre la poire et le fromage. Bref, Ginette fit la sentimentale en demandant à Joby s'il préférait avoir une fille ou un garçon. Mais lui, il pensait surtout à se la pinocher sur la plage ou dans la voiture. Hein. Conclusion logique d'une soirée romantique. Alors, à brûle-cravate, elle lui a lancé. Joby, si tu ne me maries pas, je me fais niquer par tous tes collègues. Oh, Joby, ça lui a coupé la chic, t'imagines, sa Ginette entre d'autres mains, se faisant escalader face sud, face nord, par tous les piliers du bar du Globe, son quartier général de l'époque. Oh, les gros Dédés, les GG, les Juju, les Sissou, les Titi, les Omar, etc. Et c'est terrible. C'est qu'il n'en manquait pas de piliers, ce bar. Risquait pas de s'effondrer. Il n'y a que Toto, son presque frère, à la rigueur cadeau. Il aurait pu lui prêter Ginette, mais les autres, non. Mais du coup, ça lui avait coupé les jambes à la pétanque. Oh, il traçait plus que des ronds ovales. Il frappait plus une boule, lui, le tireur d'élite qui faisait des carreaux. Homérique. Le cas était grave. Finalement, il se l'était marié, la Ginette. Non pas parce qu'il en voulait, mais pour pas que d'autres se la prennent. La reine des cagoles pour le roi des couillons. La cérémonie de noces avait fait date à Marseille. Il s'était offert un évêque doré sur tranche et des enfants de chœur 100% vierges, avec le label sur les fesses. Oh, il fallait voir Toto en smoking. Il avait fait un discours avec imparfait du subjonctif et mot latin. C'était beau. Et Zézé, oh, le pianiste du Chichi Club, qui s'était mis à l'orgue. Ah, c'est pas tellement que Joby regrettait de s'être marié. Après tout, il faut bien y passer un jour. Et puis sa femme était restée belle, comme une fausse facture. Et puis une pachole, ça s'use pas. C'est même le contraire. Plus tu t'en sers, mieux le marche. Merci Thierry.
Il faudra que tu parles de ton actualité aussi après, parce que profitez-en, hein, puisque vous allez jouer certains des textes de Frédéric, il faut le dire. Alors, Frédéric, on l'a dit, a écrit de la littérature, mais il a aussi écrit sur la littérature. Certains de ses textes oscillent entre la critique littéraire, l'essai, la théorisation ou le manifeste, et toute son œuvre repose non pas sur une sacralisation de la littérature, d'une littérature classique ou française, comme il écrivait parfois, mais sur la construction d'une poésie, d'une écriture poétique, seule capable, selon lui, d'appréhender, d'agripper le monde. Il faut des mots neufs, dit Bibi, le singe savant, qui, pour remplacer l'adjectif féerique, invente des mots comme fantasmagique, mégalomifique, mirabellissime, extra-oriental, mille et une nuitesque. Cette langue poétique, elle va prendre forme, et Patrick Coulon l'a dit tout à l'heure, dans le marseillais, pas seulement dans le parler marseillais, mais dans la langue marseillais. Dans le marseillais tout court, il a réussi à élever en fait le marseillais à une variété littéraire, un style littéraire, tu l'as très bien dit. Et c'est ce qu'il explique dans son manifeste de la sardinitude. Alors il y a 2-3 phrases comme ça. Il dit « Eh bien oui, nous sommes désireux de faire de l'esprit marseillais un moment de la conscience universelle. Ce qu'on ne peut plus dire en parisien, nous le dirons en marseillais. Après tout, c'est encore du français. » Et il dit un peu plus bas « Nous sommes une poignée de fadas à croire à l'universalité du verbe marseillais, héritier du logos des anciens grecs, cette parole nue et crue, irraisonnable et déraisonnante, fulgurante et extravagante, formulée par la divinité. » Alors attention, hein, il n'aimait pas les belles phrases, hein, ni les beaux mots, parce que dans Ainsi parlait Fredo le Fada, il dit ceci. Les belles phrases le faisaient chier. Le vieux schnock de la montagne avait raison. Les cons, ce sont les grands mots. Il était plutôt le constructeur, l'artisan d'un verbe total, ce qu'il appelait le verbe total. Encore une fois, dans De la sardinitude, il dit « Il ne s'agit pas de mélanger les genres, mais de les transcender pour aboutir à un verbe total utilisant la palette entière de la langue. Le français est si riche, on comprend qu'il fasse peur à notre commandanture littéraire. Rien de ce qui est réel n'est étranger au verbe marseillais. Nous pouvons dire tout parce que nous sommes des contradictions vivantes et c'est dans notre ambiguïté que nous trouvons les dieux, non dans les certitudes de plomb. » Encore une fois, dans De la sardinitude, hein, je saute de longs passages, mais théoriques, et qui dit « Pourquoi ne pas inventer des mots s'il doit y avoir des choses nouvelles ?» Et on a parlé de ce texte fondateur, le discours sur l'universalité de l'esprit marseillais. Moi, c'est par ce texte que je suis entré dans l'œuvre d'Henri-Frédéric Blanc. C'était à la faculté, donc c'est pour ça que j'ai dit, tu sais, tu dis du mal des universitaires, mais c'est un prof de fac de littérature moderne qui m'a dit ton nom, et donc c'est grâce à lui, dans un cours de littérature où on étudiait à la fois Bernanos, enfin oui, c'est pas très joyeux, et d'autres, et donc on parlait de la littérature qui mêlait notamment l'oralité, au détour d'un cours comme ça. Et puis il dit, tiens, il y a un auteur marseillais qui a écrit Sidi, il a une parodie du Cid en marseillais. Donc moi, je me suis précipité à acheter ce livre paru en 1997 chez Titanic, la couverture rouge, et je lis Sidi, donc qui est cette parodie qui avait... Alors, là, évidemment, le Cid de Corneille, ça a été maintes fois parodié, notamment dans les Français d'Afrique du Nord, etc. Et puis là, c'est en marseillais, avec des expressions, il note la prononciation, ça recommence, je me reprends à espérer, etc. Donc déjà, je rigole, voilà. Et puis, à la fin, il y a ce discours sur l'universalité de l'esprit marseillais. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce texte? C'est déjà le titre, Discours sur l'universalité de l'esprit marseillais. Et ça commence par un dialogue entre deux gars, comme ça. Je dis, mais où ils vont en venir? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas ce genre. Moi, j'étais élevé, entre guillemets, j'étais à la fac de lettres d'Aix-en-Provence, à la littérature un peu classique, quoi. J'ai dit, mais il sort des cadres, etc. Et donc, j'en arrive à un passage comme ça, où il parle du verbe marseillais. Et là, je me suis pris une grosse claque, une grosse estoumagade. Et j'ai dit, ah ouais, en fait, le marseillais, que moi, je commençais un petit peu à investiguer, mais légèrement. Hein. J'étais au début un petit peu de ces recherches-là. J'ai dit, mais il y a quelqu'un qui a une réflexion, j'allais dire, putain qui est profonde, comme le dirait une cagole dans Cagole Blues. Et donc, il y a ce passage que je cite souvent, mais qui, pour moi, dit que notre parler, que ce parler, c'est pas juste un truc identitaire où on dit, ah, notre parler, il est beau, il est meilleur, etc. C'est juste la puissance, le potentiel poétique de cette langue, pas simplement de se parler. Et il dit ceci. Nous avons un parler qui claque comme un drap lavé de frais dans le Mistral, un parler plein d'aromates et de couleurs, plus proche du génie de la langue de Rabelais que ne l'est l'argot parisien, la novlangue journalistique ou le français light des écrivains agréés. La langue, tout est là. Notre langue à nous, elle sort de la bouche, pas des grammaires. Elle ne glisse pas sur le réel. Elle la grippe, elle sent la terre, elle sent la Gaule, elle sent nos racines. Il faut réhabiliter le Marseillais. Décrasser notre parler de tout son pittoresque gentillet, lui mettre quelques cordages neufs et vogue le navire. Notre parler, il exagère, mais il ne se prête pas au mensonge et il est allergique à l'hypocrisie. Il est fort en alcool, mais il est sans poison. Il sent l'ail, mais pas le fiel.
Il est moins propre au rond de jambe qu'au coup de pied au cul. Et c'est tant mieux. Le coup de pied au cul est un produit d'avenir. Bien expédié, il peut se vendre partout. Marseillais, c'est ce que je dirais dans mon discours, Marseillais, en ces temps jaubastres où il ne reste aux amis de la vérité et de la vertu que leurs yeux pour pleurer, servons-nous de notre bouche pour rire. Le monde a besoin de notre beau culot, de notre franchise ébouriffée, espéloufi, pardon, de notre esprit farce, de notre antidogmatisme foncier, de notre mysticisme truculent, de notre logique ensoleillée et de notre estrambord. L'avant-garde, c'est nous. Le 21e siècle sentira la rascasse ou ne sera pas. Voilà, ça, c'était pour moi un texte extraordinaire. Et maintenant, je vais demander à Tonton et Exal, ou tous les deux, ou Tonton d'abord, de venir, là aussi, nous faire entendre d'autres moments, de nous jouer d'autres moments de l'œuvre. Alors, je ne sais pas, là aussi, comment vous faites sur les mains, l'un en face. Faites, voilà, installez-vous, c'est la maison. Il y a 2 micros là. Si... Droit quand même. On se met droit. Ou moi si et toi droit. Comme tu veux. Alors, attends, regarde, tu veux pas qu'on fasse un peu genre cérémonie des Faites un peu comme vous voulez. Test. Je suis habitué au micro, moi. Ouais. Je vais tout... Allez. Attention, il y a un câble, hein, tu risques de te... C'est pas grave. Alors, comme on va vous parler de quelques textes de Banzaioli, et qu'on a essayé de chanter un peu les trucs, de découper... Ouais, on s'est dit, on ne va pas faire 1h15. Non, Banzaioli, c'est parce que Banzaioli, il faut venir le voir. D'ailleurs, on le joue demain, pas très loin, hein, Salerne, à pied, tu mets quoi, 2 jours? Ouais, à peu près. Voilà. En même temps, pour vous qui êtes à Marseille, il vaut mieux aller demain à Septem, puisqu'il y a l'autre hommage, il y a la mise en scène d'Hervé sur Nuit gravée on salue. Donc. Mais nous, on sera dans le Var et on fera aussi du Henri-Frédéric Blanc. Voilà. Alors d'abord, en intro, donc, on va dire quelques extraits de Banzaioli que nous jouons. À l'origine, Banzaioli, donc, c'est un bouquin, mais ce n'est pas une pièce. Et je devais... C'est des brèves de comptoir. Des brèves de comptoir, voilà. Avec une petite biographie de ce personnage imaginaire. C'est ça. Qui aurait dit toutes ces brèves de comptoir. Et Fred voulait que je lise ce texte, mais et aussi que je le joue. Alors moi j'ai dit, jouer, ça veut dire apprendre. J'ai pas du tout envie d'apprendre, j'ai plus envie d'apprendre. Donc on a demandé à Axal de faire en sorte que j'apprenne le moins possible. Et de faire une adaptation qui est, je pense... Je suis AVS pour vieux artistes. C'est ça, faites de compte. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, moi, je suis effectivement ce fameux narrateur qui existe. Pas un narrateur qui n'existe pas, mais un hagiographe. Et lui, c'est effectivement Moi, je suis le samouraï. Le samouraï. Le samouraï de ce fameux philosophe pilier de bistrot aussi, qui a compris que le meilleur des plats est toujours celui qu'on mange maintenant, peut sortir le nez de ses chaussettes et savourer le vrai goût des choses. L'attitude juste du guerrier, c'est la maintenant-attitude. Le présent, mes amis, notre tout petit présent, voilà le grand présent du ciel. Un digne enfant de Marseille ne se tracasse ni pour hier, ni pour demain. Il baigne dans le présent comme elle a un choix dans lui. Là. Mais ne croyons pas cela possible égoïstement. Il n'est de joie que partagée et de partage que dans le combat. Oh, Marseillais, voyez non ce qui vous oppose, mais ce qui vous rassemble. Vive les quartiers unis de Marseille. Point de frères d'âme qui ne soit frères d'armes. Marseille ou la mort. Banzaioli. Premier extrait. Deuxième extrait. Monsieur Gilbert Nonzel, s'il vous plaît. Que tes phrases déchirent les phrases. Que ta faconde ardente soit une victoire sur la léthargie de la matière et le silence des légumes. Que le feu de ton estrambord porte au rouge la réalité. Que ta bouche rivalise avec un volcan en éruption. Que ta tchatche sur un toit brûlant consume les idées vermoulues. Mais sois sobre dans tes mouvements. Ne brasse pas le vent avec les bras. Une main pour le verre, une autre pour le geste, et la troisième dans ta poche. Alors vous l'avez peut-être deviné, donc Banzaioli, sous-titre « L'art de la guerre marseillaise », c'est donc une espèce de leçon de tchatch, mais aussi, plus ça progresse, plus c'est une leçon évidemment de pensée, puisqu'évidemment...
dans le texte, on a cette idée, enfin, on va peut-être le dire, je ne sais plus si c'est dans les extraits qu'on a sélectionnés, mais évidemment, ça rejoint tout ce qui a été dit déjà sur l'universalité de l'esprit marseillais, et je m'arrêterai là pour la description. Et donc, évidemment, ça passe aussi par les vrais brefs de comptoir, et là, c'est l'objet de la prochaine séquence. Les patrons de café marseillais devraient être inscrits au patrimoine de l'humanité, modèles qu'ils sont de sagesse et de sérénité. Tout ce qui est possible de voir et d'écouter sans devenir dingue, ils le voient, ils l'écoutent avec autant de patience que de glaçons. Tu ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, alors n'insulte jamais un plombier. Je ne parle pas pour rassasier ton esprit, mais pour lui ouvrir l'appétit. Ne sois jamais rascousse quand la vie de ta voiture est en jeu. Fais l'impossible pour qu'elle soit fière de toi. Ton corps te murmure dans une langue ancienne et sauvage que ne comprend pas ton géométrique cerveau. Ne te demande pas ce que la ratatouille peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour la ratatouille. La perplexité que suscitent mes propos n'est pas un obstacle à mon enseignement, mais fait partie intégrante de celui-ci. La vie, c'est comme les merguez. C'est bon parce qu'on a mis du piment dedans. Un couillon se mesure à la quantité de certitude que son crâne contient. Alors apprends à ne pas comprendre. Personne ne s'est jamais réincarné en fromage. Alors la pizza, pour la manger sans la boule au ventre, commande-la à la mozzarella. Et j'enchaîne avec un autre petit extrait. Et là, on accède à la philosophie, la sagesse, Massaliote. Il y a plusieurs aphorismes philosophiques, et il y en a un qui dit « Proportionne ta vengeance à l'offense subie. Ne va pas déclencher tout de suite le feu atomique sur l'enculé qui t'a rayé la voiture. Va savoir si ce n'est pas une personne d'influence qui pourra t'aider à obtenir une aide sociale, un poste à la mairie ou une réduction de peine. Qu'universelle soit ta compassion. Sois miséricordieux. Ne traite personne d'enculé, même un enculé. » La messe est dite pour Oui, c'est vrai. T'en avais d'autres ? Non, on voilà. enchaîne. Alors, du coup, je devais dire quelques mots sur un autre texte, Merde à Shakespeare. Allez. Ouais, parce qu'en fait, donc, j'ai eu la chance, dans les dernières années, de monter, alors, comme Tonton vous l'a dit, Banzaioli avec Tonton, et puis un peu plus tôt, Merde à Shakespeare. Et on peut applaudir Tonton. Je ne pensais pas qu'il partirait si vite. Un peu comme Frédoc. Du coup, bon, lui, il est juste parti, c'est juste déplacé, rassurez-vous. Frédoc s'est déplacé beaucoup plus loin. Et du coup, en fait, c'est Henri Frédéric et Gilles Ascaride qui m'ont gangassé à 2 reprises pour monter des textes. Non pas que j'avais pas envie de le faire, parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Et je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que Banzaioli, on est en train de le jouer un peu partout. Et un peu avant, ils m'ont piégé déjà avec un premier texte qui s'appelle Merde à Shakespeare. Et je trouvais qu'il y avait 2 extraits de Merde à Shakespeare qui sont vraiment chouettes à lire aujourd'hui. Voilà un premier extrait, et vous comprenez à quel point c'est potentiellement Merde à Shakespeare aussi un texte autobiographique. J'ai 6 ans. Je suis dans les coulisses de l'Opéra de Bordeaux. On m'enfile un bel anorak bleu. Je suis émerveillé. Je n'ai jamais eu un manteau pareil. C'est doux, c'est chaud. Mon ravissement irrite l'habilleuse. Elle me donne une gifle et me pousse sur la scène. Je dois la traverser avec des gambades joyeuses et ramasser au passage une feuille morte sur l'air des 4 saisons de Vivaldi. Je fais l'automne. Ahuri, pleurant à demi à cause de la gifle, je me force à
à sautiller avec allégresse. Je cherche désespérément mes parents dans la salle, mais il y a trop de monde et je suis aveuglé par les projecteurs. Je ramasse la feuille morte au milieu de l'hilarité générale. 1000 personnes qui gloussent, qui se tordent à plein naseau. J'ai un formidable succès de ridicule. De retour dans les coulisses, j'espère au moins garder le bel anorak bleu. Mais on me l'arrache, subito presto. Mes parents arrivent. Qu'est-ce que tu as? Tu as encore la tête? Tu n'es jamais content? Et je ne mériterais pas d'être l'égal de Shakespeare? Toutes les circonstances de ma vie montrent que je ne figure pas sur la liste du vulgaire. Seulement j'ai ma fierté. Je vous le dis sans que tremble ma voix. Viendrait-on, alors que loin des vanités mondaines, me surprendre à la charrue, alors que je me livre aux travaux des champs, pour m'attribuer l'œuvre de Shakespeare, je n'en voudrais pas. Non, non, messieurs, dames, non, je ne suis pas l'auteur de King Lear ou de Macbeth, et je m'en félicite. Shakespeare, vous-même. Moi, je me flatte seulement d'être moi, et personne d'autre. Je préfère être moi sans avoir écrit Hamlet que d'avoir écrit Hamlet sans être moi. Je n'ai rien de commun avec cet enragé de gloire, mais je n'ai rien de moins que lui. Alors, pourquoi cette froideur de glace autour de ma personne? Pourquoi ces portes qui ne s'ouvrent jamais, ces murs qui poussent devant mes pas? L'opprimé, ce n'est pas seulement l'enfant du tiers-monde. L'opprimé, c'est aussi notre voisin dont on entend les pas dans l'escalier. C'est l'acteur éloigné des scènes. C'est l'écrivain dont on a refusé le manuscrit et qui rentre dans sa maison froide où l'attend son hamster. Et pourtant, tout un chacun accepte mon sort d'un cœur léger. Et vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes quand même pas Shakespeare. Combien de fois ai-je entendu penser cela? Genre, si vous en bavez, c'est votre faute. Vous n'aviez qu'à être Shakespeare. Dans l'univers impitoyable du théâtre, où on est toujours un peu coupable de ne pas être mort, si par-dessus le marché on n'est pas Shakespeare. La prochaine fois, je serai fonctionnaire. Bien fait pour vous. Est-ce qu'on a le temps pour entendre Être ou ne pas être version Henri-Frédéric Blanc? Oui. Je ne résistais pas à la tentation, si vous en êtes d'accord, de vous livrer la fin de Merde à Shakespeare. Bon, tant pis, ça vous divulgâche un petit peu si vous venez le voir, un de ces quatre, mais c'est pas grave, parce que du coup, alors je suis très heureux que Patrick Coulon ait fait ce parallèle entre trois grands auteurs, en effet, alors deux un peu plus connus pour l'instant que le troisième, c'est-à-dire effectivement Marcel Pagnol, Edmond Rostand, La rue des Antiquaires, c'est facile quand même. Oui. Voilà, Edmond Rostand, donc Cyrano de Bergerac et bien d'autres choses, et évidemment Marcel Pagnol et Henri Frédéric, parce qu'en effet, je pense qu'il y a vraiment un vrai parallèle à creuser dans la littérature aujourd'hui. Et du coup, vu que là c'est Merde à Shakespeare et que dans ce texte il y a la plus grande tirade du monde occidental, en tout cas, à la sauce Henri Frédéric Blanc, je trouve que ce n'est pas flagorneur du tout et totalement en place de vous la faire entendre. Monsieur l'huissier, laissez-moi encore quelques répliques. Juste un dernier petit rôle. Juste exister, être. Ou ne pas être.
C'est la question. Lequel vaut mieux? Ou supporter l'injustice et les sonneries de portable qui s'acharnent sur nous? Ou décider de mourir, faire dodo, rien de plus? Et par ce sommeil victorieux, stopper d'un seul coup l'engrenage des angoisses, le manège des déceptions et des humiliations, je m'en balèque, ciao! C'est pour ça le clap final du nanar où nous jouons les figurants, on devrait l'attendre avec une de ces impatiences. Mourir, dormir, rêver peut-être. C'est là qu'est l'os. Allez savoir les calamars qui vont surgir de nos cauchemars, lorsque seront raides, froids, entre quatre planches, la margoulette béante, l'air d'inviter les asticots au grand bal des pipes cassées. Les chocottes, on a une frousse carabinée à l'idée de ce qu'on va déguster au resto des allongés, à l'enseigne des canets de la terre. Bienvenue chez les refroidis? Pas sûr. Raison pourquoi on se farcit cette existence préfabriquée, commandée sur Internet et livrée par colis express, et même on demande du rab. Qui opinerait à être jour après jour changé en épave de chair par le temps, ce croque-tout aveugle et sans merci? Qui voudrait voir son amour dédaigné, les procès qui n'en finissent plus, les paperasses, les factures, le syndic? Jamais de place pour se garer, l'ordi qui bug, les sarcasmes des minables, le mépris des médiocrates à grands bureaux et grosses autos? Qui consentirait à tout ça, alors qu'avec un simple tube de Lexomil, bonne nuit les petits? Accepterait-on de porter sa vie comme un mulet corse son fardeau de châtaigne, ou comme un passeur colombien sa charge de coke, s'il n'y avait la peur? La peur qu'une fois le rideau tombé et la farce jouée, ce pays ignoré d'où jamais aucun voyageur ne revient, nous file une pétoche verte. Et nous voilà, aimant mieux avaler notre soupe au bitume quotidienne que de prendre la sortie de l'autoroute direction Macab City. Ainsi, la raison fait de nous des lâches. Ainsi, la flamme qui nous anime se décolore et s'éteint à la seule ombre de la nécropole inconnue. Les projets enfantés avec le plus de feu rebroussent chemin et retournent, la queue entre les jambes, se blottir dans la niche tiède de l'imagination. L'imaginaire, propriété collective. Le rêve n'est à personne. Il appartient à tout le monde. Tuer Shakespeare. Merci. Xal et Tonton, on peut les applaudir encore, s'il vous plaît. Merci à tous les deux. Bravo. On arrive vers la dernière partie. Il nous reste 3 petits textes avec, je vais appeler un autre comédien, mais Jean Contrussier est là. Et Jeannot, est-ce que tu voudrais nous dire une petite anecdote ou pas sur un aspect notamment moins connu d'Henri Frédéric, peut-être sur les balades nocturnes que tu as pu avoir l'occasion de faire, si tu es d'accord. Mesdames et messieurs, Jean Contrussier. J'ai peur de rompre le charme de ce qui vient de se passer. Non, j'ai toujours été étonné par le personnage de Frédéric. Comment de cet homme si humble, finalement, si réservé, qui avait toujours l'impression de s'excuser d'être là, qui avait la tête de Buster Keaton, pour ceux qui ont connu, et qui sortait des énormités transcendantales. Et comment tout ça a cohabité. Et il était dans la vie comme il est dans ses textes, c'est-à-dire inventeur de mots et inventeur de situations complètement saugrenues. Il y en a 2 qui me reviennent.
j'ai participé, j'étais son chauffeur et je participais à un pèlerinage annuel chez Jean-Marc et Brigitte Valadier qui consistait à aller déguster une soupe aux pistes. C'était Frédéric le copilote, ce qui fait que j'ai connu les environs entre Gardanne et Plan de Campagne pour arriver jusqu'à Cabriès. Donc c'était, je vois là, je me rappelle, il y a un petit pain, après tu tournes à droite, et on tournait à droite, évidemment c'était pas là, il fallait retourner. Donc en pleine nuit, se retrouver à Plan de Campagne quand on volait à Cabriès, vous voyez, c'était du Henri-Frédéric Blanc dans le texte. Voilà. Et il me revient aussi une réflexion qu'il a faite, parce que c'était non seulement un inventeur de mots, mais un inventeur de personnages. Je pense notamment au poète Jean Babaille, qui n'a jamais rien écrit. Hein. Donc Rimbaud s'est arrêté, Jean Babaille, lui, n'a jamais commencé. Et devant un paysage grandiose, un panorama merveilleux, au sommet de l'effusion lyrique, il a ces mots définitifs, « Putain que c'est beau, con ». Voilà. Et pour en terminer avec le personnage, il avait, vous le savez, il traînait toujours dans son dos un sac tyrolien à l'ancienne, de petit format, et qu'il laissait bâiller largement. Alors je lui avais dit justement, au cours d'un de nos tête-à-tête entre Marseille et Cabriès, je lui ai dit, tu sais, tu devrais quand même fermer ton sac parce qu'il ne faut pas tenter le diable. Alors, ça m'avait valu une de ces tirades avec cette voix de basse taille qui était sa propre marque. Et il m'avait dit, je ne veux pas vivre dans une époque où il faut tout fermer, où on met des caméras de surveillance, etc. Je lui ai dit, mais fais quand même quelque chose. Je lui ai dit, un petit geste, ça va faire mes éclairs. Il me dit, non, je préfère installer une tapette à rats. Merci Jean, merci beaucoup. Pardon, attention. Attends, tu as failli t'embroncher, hop, c'est ma faute. Voilà, je soulève le pied. Voilà, soulève ton pied. Voilà. Imaginez qu'il s'embronche, la soirée est terminée. Voilà. Alors, autre comédien que je vais demander, à qui je vais demander de nous rejoindre, c'est Ludovic Colantin du théâtre d'Astromela, qui a notamment joué Les Cochons et qui va venir partager un texte avec nous. Ouais. Alors moi, pour tout à l'heure, c'est Hervé qui a dit je me réserve quelques livres que j'ai pas lus. Moi, j'en ai 2-3 aussi comme ça, que volontairement je mets de côté. Je me les garde, voilà, parce que c'est tellement puissant que j'attends le moment où je vais digérer d'autres. Pareil, la scène est libre peut-être là. Parfait, merci. Bonsoir. Donc, je vais vous lire un extrait de Bibi le bonobo, ou la 11e plaie d'Égypte. Et c'est édité par... c'est bien d'avoir son texte. Françoise Pinjot et les éditions Walada. Elle s'excuse de ne pas pouvoir être là, ainsi que Dominique Bérardi, qui dirige le théâtre d'Astromela. Bref. Bonjour, je m'appelle Bibi. J'espère que vous allez mal. Moi, ça va bien. Je suis un simien anthropoïde, c'est-à-dire un singe. Plus précisément, un bonobo. Pieds préhensibles, dents incassables, oreilles mobiles qui peuvent faire éventail, capteur de pluie automatique, pelage pur poil. J'épluche 2 bananes à la fois, les doigts dans le nez, et je me gratte l'oreille avec le pied. Qui dit mieux ? Quant aux petits détails qui intéressent tant les femelles, sans me vanter, je peux faire de l'ombre avec. Alors, la soi-disant supériorité de l'homme, celui-là, je le retiens. La terre était un paradis, il en a fait une machine à sous. À force de tirer sur la corde, le décor lui est tombé dessus. Il a pris la réalité sur la tête. La reine des espèces, espèce de con. Homo sapiens occupe le rang le plus élevé sur l'échelle des espèces. Résultat, il s'est cassé la gueule de plus haut. À quoi lui a servi son intelligence ? À compenser ses faiblesses physiques, son incompétence dans l'art de grimper aux arbres. La fameuse raison dont il se vante tant fut sa béquille,
une béquille avec laquelle il n'a pas tardé à taper sur ses semblables. Non, ne dites rien. Je sais ce que vous allez me sortir. Un singe ne peut pas? Eh bien si, je parle. Pas plus haut que 3 noix de coco, alors que je jouais sur la plage de mon île natale, je fus capturé par des pirates. Leur capitaine, un nommé Riboulbec, m'a fait fumer du tabac dans son brûle-gueule, goûter au rhum. Sa cabine était couverte de photos de filles nues. J'ai pris un mauvais pli. Après une longue traversée agrémentée de quelques naufrages, nous débarquâmes à Coche-Marseille. C'est là que j'eus l'honneur d'être mis en cage. Merci. C'est peu de dire que Henri-Frédéric manque, parce qu'il était présent à toutes les représentations et je disais, c'est peu de dire que Henri-Frédéric manque, parce qu'il était présent à toutes les représentations et à chaque fois on allait le voir pour savoir ce qu'il en pensait et il avait toujours des mots pleins de bienveillance et il était toujours juste et c'était ce qu'on appelle un véritable intellectuel. En plus d'être un homme charmant, bienveillant et humble. Merci beaucoup. Un auteur, un intellectuel, un poète, et avec un recueil qui là aussi n'est pas classable, que j'aime beaucoup. Et Gary Grau, ici présent, va venir nous partager un texte de Cirque Univers. Bonsoir à toutes, à tous. Alors moi je ne suis pas chanteur, moi je suis funambule. Certains prétendent que je fais partie du cirque, moi je dis que je suis au-dessus du cirque. Je connais personnellement un oiseau qui a son nid sous le chapiteau. C'est vous dire si je suis haut, 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 si je suis haut, haut, haut. Vu de mon presque ciel, le public n'est pas plus qu'un immense congrès de pousses et de puces. J'aime sentir l'admiration monter vers moi de ces bas-fonds. C'est vous dire si je suis haut, 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 si je suis haut, haut, haut. Je ne rate rien de la singerie humaine, mais ne sens point toutes ces fétides haleines. Elles sont sorties de leurs populeuse galères pour venir voir un homme libre comme l'air. Faire tourner la mort en bourrique et mon lot, condamné à en faire chaque fois un peu trop. Soir après soir, je pousse le bouchon plus loin. Mon destin consiste à défier le destin. C'est vous dire si je suis haut, 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 si je suis haut, haut, haut. Je sais que le grand soir où je m'écraserai au beau milieu de la piste dorée, les spectateurs pleureront de longues minutes. En attendant, ils guettent gentiment ma chute. D'ailleurs, j'évite d'y penser pour ne pas tomber. Aïe, Olifredo. Un grand merci pour ce texte et pour évoquer ce recueil formidable. On a presque fini. Gary Gray, chanteur du groupe Why Reggae Party, dont le single Le Prix du Soleil sort le 6 février. J'ai bon? Et aussi Massilia Sound System. Mais Why Reggae Party, ça tourne bien et c'est bon. Alors,
On n'a pas le droit d'en parler parce qu'on est en période municipale, mais quand même, il pourrait y avoir des idées pour Marseille dans l'œuvre d'Henri-Frédéric Blanc. Quelques lignes avant de laisser Thierry Audibert terminer. Dans Épître aux Marseillais, Henri-Frédéric Blanc cerne tous les problèmes de Marseille. Donc j'invite les candidats et candidates à s'en inspirer. Je cite. Alors pourquoi, dotée de si grands atouts et d'autant de charme, cette ville ne bat-elle que d'une aile, ne lève-t-elle qu'une cuisse? Pourquoi est-elle à la remorque du progrès? Pourquoi vit-elle à la rabaille sans autre rêve que la Coupe de France? Ça n'a pas été écrit hier, hein, mais finalement, il ne nous reste plus que ça. Pourquoi rien n'y marche-t-il, à part les camions à pizza, les baraques à chichi et le cimetière à Saint-Pierre? Pourquoi toute tentative de remonter la pente suscite-t-elle colibés et ricanements, même et surtout de la part des autochtones? Pourquoi Marseille est-il l'oasis des cas sociaux, le havre des bras cassés, l'asile des ondulés de la toiture, le refuge des niqués du Teston, la providence des ramollis, le Pérou des tombés du camion, l'Eldorado des mains de pâte, le salut des tourne-pouces, le paradis des ensuqués, la Mecque des pauvres mecs? Pourquoi tant de légumes et si peu de viande? Pourquoi? Thierry, je te laisse. Merci. Alors, pour terminer, un texte qui remonte à presque 35 ans. Vous allez entendre à quel point Frédéric était poète et visionnaire, puisqu'il y a 35 ans, il parlait d'aujourd'hui. C'est un texte que je mettrai dans Mise au blanc. Donc je vais jouer un spectacle qui s'appelle Mise au blanc avec 6 textes de Frédéric. Celui-ci est le plus court. Si vous voulez, j'ai quelques tracts puisque je joue le 20 mars au théâtre des Cheminots qui est au 13 rue Bénédicte à 20h30 et vous êtes tous conviés si vous voulez voir ce spectacle et entendre d'autres textes qui sont des textes que je considère majeurs dans son œuvre, dont Jean Babaille, qu'évoquait tout à l'heure Jean Contruxy. Ce texte donc s'appelle « Après la fin ». Tu dis que le sort du monde n'est pas de ton ressort, que tu vas ta vie et la terre la sienne. Moi je dis que chacun est responsable de ce qu'il n'essaie pas d'empêcher. Si tu ne fais rien contre le mal, tu appartiens au mal, de la pointe de tes pieds jusqu'à la cime de ton âme. Le désastre est là, et nous en sommes membres. Lorsqu'il sera advenu, rien n'aura changé, apparemment. Nous caresserons notre joue et verrons des oiseaux. Le soleil se lèvera le matin et des enfants continueront de naître. Tout aura l'air comme avant, apparemment. Mais tout ne sera plus que du rien, déguisé en chose, du vide sculpté et coloré. Ce simulacre sera aussi bien caché que la vacuité des romans à succès. Ce néant s'appellera réalité. On aura remplacé la vie par de la mort animée qui n'apparaîtra-t-elle qu'aux yeux exercés. Sauf qu'il n'y aura plus Dieu exercé. À vouloir faire mieux que la nature, on aura abouti à pire que rien. L'homme ne sera plus qu'un simulacre d'homme destiné à faire fonctionner les systèmes électroniques qui le feront marcher. La moindre de nos pensées, le moindre de nos gestes auront été scientifiquement conditionnés par de grands programmateurs. Tout ce que nous dirons, on nous le fera dire. Le monde continuera automatiquement. Nous serons des pantins. Et pour notre plus grand confort, nous ne nous en apercevrons pas. Mais il y a encore une chose que je veux te dire. Si le découragement est le nœud du désastre, si le découragement est le désastre, si la masse infernale du découragement universel, laquelle se traduit par une activité frénétique, continue d'enfler indéfiniment d'elle-même, ce découragement qui gonfle est crevable comme une baudruche par le diamant brut de la foi. Merci.
Merci. Ils vont tous me planquer le micro derrière, vous voyez, à chaque fois. Et c'est la bonne franquette. On va terminer cette soirée. Je voudrais d'abord remercier encore une fois l'Alcazar qui nous a ouvert ses portes, Valérie, l'équipe de l'espace régional. On peut les applaudir parce qu'ils nous sont toujours là quand on a besoin de mettre en avant Marseille et la littérature et la culture marseillaise. Merci à Denis, à la régie, qu'on applaudit aussi. Merci. Merci à vous qui avez accepté de venir, de lire, de dire, de partager un petit moment de ce que vous avez vécu, de ce que vous allez vivre, de ce que vous aimez d'Henri Frédéric Blanc. Merci de continuer à faire vivre ces textes, à les dire, à les jouer, à les partager, à les transcender, à les faire rebondir, à inspirer des gens, des jeunes, des vieux, des gens d'ici, des pas d'ici. Merci à Chantal Champé de m'avoir aidé à organiser ce moment. Il y a Thierry Audibert qui a fait toute cette partie aussi technique. Il a trouvé des petites pépites. Je termine en disant, parce que c'est l'heure de manger bientôt et de l'apéro qu'on a raté. Frédéric, Henri Frédéric, Frédoc, Fred, comme vous voulez, était un fin gourmet et surtout un gourmand. Il nous a régalé d'une théorie de la paella générale. Ça, c'est l'un des titres les plus improbables de son œuvre, parmi de nombreux. Il aimait les pizzas de toutes sortes. D'ailleurs, dans le Job, il y a ce passage. La pizza, tu peux y mettre dessus ce que tu veux selon tes états d'âme. Des fois, tu te sens un peu jambon, des fois plutôt champignon, ou même crêpe. Une pizza à la crêpe, tu te régales. C'est ça. Alors, je vous invite à lire ce passage, Job chez son nutritionniste. Il a même réussi à nous vendre dans Épître aux Marseillais un drôle de couscous à l'autruche. Bon. Mais, pour quelques-uns d'entre nous, c'est autour d'une pistoulinade, d'une soupe aux pistou qu'on le retrouvera éternellement dans nos pensées. Et pour le banquet final, un jour, quelque part ou nulle part, on ne sait pas. En attendant, lisez, mangez, bouffez ces livres, régalez-vous de ces textes, sans modération. C'est ainsi que vous le rendrez éternel. Aioli sur vous, sur lui, et banzaioli à lui. Merci. Merci beaucoup.